Ok, nous allons poursuivre là avec les troubles fonctionnels digestifs. Vous devez savoir qu'il y a un souci, c'est que il y a beaucoup de patients qui viennent, n'est-ce pas, avec des abdomens difficiles. Et puis, il va falloir reconnaître, n'est-ce pas, dans ces abdomens difficiles-là, il va justement falloir reconnaître qu'ici, il n'y a pas de pathologie, s'il n'y a pas d'indication, ici, c'est un traitement médical, soit vous traitez vous-même, parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça, soit alors vous référez le patient chez le gastro-entérologue. Donc, du coup, il est important pour nous, en tant qu'équipe chirurgicale, de reconnaître que parmi toutes les affections digestives, il y en a, n'est-ce pas, qui ne sont que des troubles fonctionnels. Et je voudrais rappeler ici que nous sommes dans le cadre véritablement des généralités. Bon, l'idée, c'est que vous ayez une idée, que vous ayez en fait une vue globale de ce que nous faisons en pratique. Donc, nous n'allons pas entrer dans les détails, nous le reverrons plus tard dans les techniques chirurgicales, on pourra discuter en profondeur. Voilà. Donc, alors, alors en fait, les troubles fonctionnels digestifs sont définis par la présence de symptômes digestifs. Ça peut être des douleurs abdominales, ça peut être des troubles de transit, des ballonnements, évoluant à l'absence d'anomalies anatomiques de toute autre affection. Toute autre affection. Donc, elle est assez fréquente parce qu'elle touche 15 à 30% de la population générale. Et en général, c'est dans des contextes où vous allez rencontrer qu'il n'y a pas d'altération de l'état général. Et lorsque vous allez examiner le patient, vous allez vous rendre compte qu'à l'examen physique, il n'y a aucun signe, il n'y a aucun élément. Et voilà, vous allez donc faire des explorations. Et lorsque vous allez faire des explorations, notamment de l'estomac et du côlon, par des coloscopies par exemple, s'il arrive que vous fassiez des explorations, vous avez des signes d'alerte, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien. Donc, c'est des troubles fonctionnels, n'est-ce pas, qui très souvent sont assez préoccupants pour les patients. C'est pourquoi il faut véritablement associer une prise en charge psychologique de ces patients. Lorsqu'ils viendront à vos consultations, il faut les écouter et il faut vous donner des traitements symptomatiques. Mais avant tout, il est toujours important d'éliminer une cause organique avant d'entrer, n'est-ce pas, dans ces troubles fonctionnels digestifs qui ont besoin simplement d'un accompagnement psychologique et d'un traitement symptomatique. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, nous allons terminer notre présentation de jour. Et nous allons enfin parler des pathologies courantes des organes annexes. Alors, voilà, nous avons déjà parlé de ça en long et en large, mais nous n'avons pas parlé de chirurgie la dernière fois. Vous allez vous rendre compte que dans ce cours, nous avons commencé à introduire la chirurgie. La dernière fois, nous avons parlé des abcès du foie. Vous pouvez rentrer dans le cours de la physiopathologie du foie. Vous allez voir qu'on avait parlé des abcès du foie, des abcès bactériens, des abcès amibiens du foie. Et vous devez donc savoir aujourd'hui que le drainage doit être fait. Bon. Et le drainage peut être percutané, c'est l'image que nous avions présentée la dernière fois. Si vous rentrez dans le cours, vous allez le voir. Ou alors, le drainage peut être chirurgical. Il faut également savoir quelles sont les hépatites virales. Mais les hépatites virales d'emblée ne sont pas des causes de chirurgie, mais c'est plutôt leurs complications. Parce qu'en fait, l'hépatite virale va entraîner à long terme un cancer primitif du foie. Et alors, le cancer primitif du foie va donc être géré par une hépatectomie. Voilà, donc on va donc commencer à faire des exérèses du foie, la partie malade du foie. Et ce qui n'est pas écrit également ici, c'est que l'hépatite virale entraîne des cirrhoses du foie. Et les cirrhoses du foie entraînent une hypertension portale. Et l'hypertension portale donc, est donc la cause des varices. Vous vous souvenez, on a parlé des varices œsophagènes. C'est en fait relatif au cancer du foie. Même les localisations métastatiques au niveau du foie peuvent également être, n'est-ce pas, des indications d'hépatectomie. Voilà. Et maintenant, il y a une pathologie assez courante dans la pathologie du foie qui est les cholestases, c'est-à-dire l'obstruction à l'élimination de la bile. Et ces cholestases peuvent être lithiasiques ou non lithiasiques. Et lorsque vous avez une condition de cholestase, il faut donc libérer, donc désobstruer, n'est-ce pas, le canal biliaire, n'est-ce pas, la voie biliaire. On peut donc faire donc, une désobstruction qui peut se faire de manière endoscopique, ça c'est possible, même si dans notre contexte on ne le fait pas encore, mais ça se fait. Ou on peut la faire des obstructions par chirurgie laparoscopique ou
par la parotomie. Et également, lorsqu'on ne peut pas désobstruer la voie biliaire, alors on va faire une dérivation biliodigestive. Nous aurons l'occasion de revenir dessus. Alors, pour ce qui est des pathologies fréquentes du pancréas, la pancréatite aiguë doit être connue de tous. Et je crois que nous avons évoqué déjà ça lorsque nous parlions de la pathologie, la physiopathologie en chirurgie abdominale. Vous pouvez rentrer voir ce qui avait été dit pendant ce cours. Et nous reviendrons encore dessus lorsque nous parlerons des urgences abdominales fréquentes. Bon, les tumeurs du pancréas également, nous avons déjà abordé ça parce que nous avons dit que c'était la quatrième, la troisième, la quatrième cause de cancer digestif. Donc, c'est une tumeur extrêmement fréquente. Vous pouvez rentrer dans le cours que nous avons fait sur les pathologies du tube digestif pour mieux la comprendre. Nous dirons 2 ou 3 mots à propos. Et les kystes du pancréas également, c'est des infections que vous connaissez déjà. Alors, vous voyez ici, c'est une diapositive qui nous présente une tumeur du pancréas. Une tumeur du pancréas qui a déjà métastasé au niveau du foie, qui a métastasé au niveau du foie droit et au niveau du foie gauche. Vous voyez là, ça c'est les segments du foie. Là c'est 2 et 3. Et là c'est le segment, entre le segment 7 et 8. 6 et 7, autant pour moi. Donc vous voyez là, c'est des métastases, vous voyez, qui sont faits au niveau du foie. Voilà. Et justement, c'est un cancer assez grave parce que c'est un cancer dont le diagnostic est tardif et le pronostic également sombre, une mortalité à 6 mois. Et lorsqu'on a donc ce cancer, lorsqu'on ne peut pas faire l'exérèse, qui est en réalité la condition fréquente parce qu'on diagnostique le cancer de manière tardive, alors ce qu'on fait, c'est une dérivation parce qu'il y a un obstacle à l'écoulement de la vésicule biliaire. Alors ce que nous faisons, c'est que nous faisons une dérivation, comme vous pouvez voir là, bilio-digestive. Nous dérivons la bile qui est obstruée. Vous voyez, la voie biliaire a été obstruée par le cancer. Donc, nous faisons donc une dérivation là. Nous dérivons le cholédoque, n'est-ce pas, directement dans le jejunum. Et nous poursuivons là. Et nous dérivons ensuite, n'est-ce pas, au niveau de l'estomac. On peut également faire un montage, n'est-ce pas, pour drainer l'estomac, parce que très souvent, quand la tumeur évolue, elle infiltre également le duodénum et du coup, ça entraîne une obstruction même pour ce qui est de l'évolution du bol alimentaire. Et donc, du coup, cette double dérivation, n'est-ce pas, est importante dans le traitement palliatif des cancers du pancréas. Voilà. Voilà par exemple un cas que nous avons traité à l'hôpital de Bethesda. Vous voyez ici le canal cholédoque, parce que là c'est la vésicule biliaire. Vous voyez le canal cholédoque qui est complètement dilaté à cause de l'obstruction. Là vous avez le cancer qui est là, c'est un peu difficile à voir. Là c'est l'estomac. Vous voyez le canal cholédoque complètement dilaté parce qu'il y a une obstruction, n'est-ce pas, au niveau du cholédoque intrapancréatique à cause de la tumeur. Donc ce que nous avons fait chez ces patients, nous avons fait justement cette dérivation. Nous avons dérivé le jejunum à cette voie biliaire que vous voyez là. Voilà. Maintenant, pour terminer, les pseudokystes du pancréas, collection du sucre pancréatique pur et mélangé à des débris de nécrose ou du sang situé dans ou à distance de la glande pancréatique. Donc, elle peut être des séquelles de traumatisme du pancréas, elle peut être des séquelles de pancréatite et de suture sur le pancréas. En ce moment, on peut avoir ces kystes, des pseudokystes, pas des kystes, des pseudokystes du pancréas. Donc, sur le plan clinique, c'est des affections qui sont souvent asymptomatiques et découvertes fortuites. Et lorsqu'elles sont symptomatiques, elles peuvent se révéler par des compressions qui peuvent être digestives, qui peuvent être biliopancréatiques ou vasculaires. Le traitement, donc, c'est bien évidemment la dérivation, n'est-ce pas? Lorsqu'il est vraiment conservateur, on peut faire une dérivation pancréatique ou digestive. Ça, c'est une intervention qui a été décrite par un chirurgien qui s'appelait Puesto. Et il a dérivé le canal de Wilson, vous vous souvenez, lorsqu'il est dilaté, il le dérive au jejunum. Et on peut également, lorsque l'obstruction, le kyste pancréatique comprime la vésicule biliaire, on peut faire également une dérivation biliodigestive telle que nous l'avons présentée tout à l'heure dans la diapositive qui précédait celle-ci. Voilà. Et puis, nous pouvons également faire une chirurgie d'exérèse. Nous pouvons soit faire une duodénopancréatectomie céphalique, soit faire une pancréatectomie médiane, soit faire une pancréatectomie gauche, concernant la rate. Nous avons plusieurs possibilités de traitement de chirurgie d'exérèse en fonction de la localisation de la tumeur. Donc, si c'est une tumeur, si c'est un kyste, autant pour moi, qui est au niveau de la tête du pancréas,
nous allons faire une duodénopancréatectomie céphalique. Et c'est une intervention que nous avons déjà eu à faire à l'hôpital de TESDA. Et lorsque vous aurez l'occasion de faire des stages, on aura peut-être l'occasion d'en discuter ou de faire des travaux de recherche sur cette question. OK, ici, c'est pour vous dire merci et vous souhaiter une bonne continuité dans vos cours. On se verra dans la phase des questions sur WhatsApp. Et voilà. Donc, vous voyez là, c'est le chirurgien Puesto, Charles Puesto, qui est justement le premier à décrire, n'est-ce pas, à proposer qu'on peut dilater, on peut dériver autant pour moi le versum dilaté dans le cas d'obstruction de version des kystes du pancréas, par exemple, de pancréatite chronique. On peut, n'est-ce pas, dériver le versum dilaté dans le jejunum. Et on monte une anse en Y. Nous aurons l'occasion de revenir sur ça lorsque nous parlerons de techniques chirurgicales. Merci.